Pour ce nouvel épisode, nous allons nous intéresser à un studio japonais. Si j'ai une grande affection pour la culture nippone, au-delà même du jeu vidéo, je suis loin de me revendiquer comme un otaku, tant je dois l'admettre, ma culture a été nourrie principalement d'œuvres profondément occidentales. Ainsi, le regard que je poserai sur ces productions ne sera éclairé qu'à la lueur de mon expérience, et nul doute que certains d'entre vous en connaissent beaucoup plus que moi sur les studios japonais et Platinum en question aujourd'hui. En revanche, si ce que je vais vous raconter me tient à cœur, c'est parce que je me suis toujours intéressé à l'industrie du jeu vidéo, et que dans une certaine mesure, celle-ci s'exprime à travers le parcours du studio. Mais c'est aussi parce que par le travail de Platinum, et notamment sur Bayonetta, je veux parler d'une conception du jeu vidéo qui me touche et correspond à bien des égards au pourquoi j'aime tant ce média. Et bien sûr également parce que j'aime partager cet amour, je vais vous expliquer pourquoi je leur fais des cœurs sur leur dev kit. Platinum Games est avant tout un studio qui porte un héritage à travers le parcours de ses créateurs. Pour comprendre ce qu'est Platinum, pour appréhender ce qui fait son ADN, il faut forcément s'intéresser aux œuvres des hommes qui sont derrière cette entité, à savoir Atsushi Inaba, Hideki Kamiya et Shinji Mikami. Le premier, s'il a apporté son expertise de développeur dans de nombreux jeux, est avant tout un manager et producteur, meneur à bien de projets. Et il faudra au moins ça pour gérer les deux autres lurons. C'est chez Capcom, au cours du développement de Resident Evil 2, que ces derniers façonnent les débuts de leur relation. Mikami est le papa de cette série, dont le premier épisode reste encore aujourd'hui une référence dans son genre. Kamiya prendra la place du disciple pour le deuxième opus, et même s'il apprend beaucoup de son mentor, leur vision du jeu diverge. Mikami veut continuer dans l'horreur, alors que Kamiya veut toujours plus d'action. Cette double vision façonnera le jeu à travers deux égos qui, pour coexister, devront se séparer par la suite et travailler sur des différents projets chez Capcom. Mikami continuera de superviser la série d'épouvante jusqu'à pondre Resident Evil 4 en 2005, monument lui aussi qui définira de nombreux codes pour le shooter à la troisième personne. Kamiya quant à lui fera exploser sa vision de l'action dans Devil May Cry, même s'il ne suivra pas la série. Il trouvera ensuite Atsushi Inaba, nommé directeur de Clover Studio, fondé par Capcom en tant que nouvelle entité créatrice de la firme. C'est de ce studio que naîtront les Beautiful Joe et bien sûr Okami, dirigés par Kamiya. En 2006 sort God Hand, dernier projet du studio, et cette fois-ci dirigé par Mikami. Malheureusement, les performances commerciales décevantes des jeux de Clover Studio font que celui-ci est démantelé. Les trois hommes claquent la porte de Capcom et s'en vont fonder Platinum Games avec leurs meilleurs collaborateurs. Et comme un pied de nez à leur ancien employeur, les hommes signent un contrat pour 4 jeux avec Sega, et c'est en 2009 que les premiers jeux de Platinum vont sortir, après 3 années de développement pour les équipes d'Inaba. Mad World, dirigé par Shigenori Nishikawa, est le premier fait d'armes du studio. Sorti uniquement sur Wii, il venait trancher avec le reste de la production disponible sur la console de Nintendo. Le jeu se réclame déjà du genre de prédilection de Platinum, à savoir le beat'em all. Si la patte artistique qui renvoie directement au Sin City de Frank Miller nous en met plein les yeux, le gameplay quant à lui reste classique et pas vraiment transcendant, voire un peu brouillon. Il n'y a pas Kamiya qui veut. Viendra ensuite Infinite Space, cette fois-ci sur Nintendo DS, un RPG sur lequel nous passerons de par son intérêt dans la production du studio. Mais c'est en octobre 2009 que le premier projet dirigé par Kamiya débarque, le désormais fameux Bayonetta sur lequel nous allons nous attarder plus longuement, ainsi qu'à sa suite sortie en 2014. Et oui, Platinum a sorti d'autres jeux entre les deux excursions de la sorcière au pays du bottage de cul, mais on y reviendra plus tard, promis. Bayonetta vous met dans la peau et surtout les cheveux de Bayonetta, une sorcière Umbra, dernière représentante de son espèce dans une course contre le temps et les twists foireux pour sauver vos miches, et accessoirement celle d'autres personnages secondaires d'une menace quelconque. Il sera bien sûr histoire de grands pouvoirs, d'élus qui ne savent pas qu'ils sont élus et d'affiliations capillotractées entre les différents protagonistes du jeu. Si je vous raconte tout ça sans grand enthousiasme, c'est tout simplement parce que c'est aussi comme ça que l'envisage Kamiya. Il ne s'est jamais caché de penser le scénario du jeu comme un prétexte et conseille même aux joueurs d'en faire abstraction, le ton est donné. Bayonetta est donc un beat'em all 3D dans la plus grande tradition de ce qu'a pu faire Kamiya avec Devil May Cry, ou même Okami dans une certaine mesure. Il est donc question de latter des hordes d'ennemis au design douteux et à la taille exponentielle, le tout en virevoltant entre les coups et avec style si possible, pour obtenir le meilleur score. Ce sont donc des chiés d'anges et autres bestioles célestes que nous aurons le plaisir d'expulser dans le paradis auquel ils appartiennent, paradis un poil décadent certes, mais ce n'est pas pour me déplaire. Notre héroïne a quant à elle de nombreux atouts pour briller. D'abord, en plus d'être ambidextre, la demoiselle sait aussi flinguer avec les pieds, grâce à de bons gros guns calés dans les talons. On pourra par la suite débloquer d'autres armes et ainsi modifier les combos possibles, puis les mixer entre eux en mettant des armes différentes sur les mains et les pieds. Il est aussi beaucoup question de cheveux, car s'ils sont d'abord là pour habiller la dame, ils servent aussi de finish à des combos pour envoyer des coups dévastateurs ou invoquer des bestioles venues des enfers pour dérouiller sévère vos adversaires en guise d'apothéose à la fin d'un combat.
Mais le cœur du système de combat, celui qui fait tout le sel du jeu, est le Witch Time. Chaque attaque d'ennemi peut être esquivée et grâce à un timing particulier, le Witch Time s'active, ralentissant alors le temps et vous donnant l'occasion de lâcher quelques taloches gratuites dans la face des mécréants qui vous encerclent. Et c'est tout simplement merveilleux. C'est simple, c'est probablement le système de combat le plus jouissif auquel j'ai pu me frotter. Chaque affrontement est l'occasion d'en apprendre plus sur les patterns des attaques des ennemis, de comprendre à quel moment esquiver pour se prendre un minimum de coups et en donner un maximum. De là s'installe une sorte de rythmique presque musicale entre les sauts, les esquives qui ne brisent pas vos combos. C'est une véritable chorégraphie qui se déploie devant vos yeux, qui, si elle peut sembler confuse de prime abord, est une source inépuisable de flow. En effet, nombreux sont les moments où dans Bayonetta vous entrerez vous aussi dans le Witch Time, quand l'ensemble des mouvements des ennemis se dessine à l'avance dans votre esprit et que vos doigts, par la pratique et le skill, répondront plus vite que vous n'en avez l'impression, quand vous serez dans la pleine maîtrise de votre combat et pourtant happé dans une distance semi-consciente avec le jeu. Ce sentiment est encore plus perceptible devant les boss gigantesques qui, après quelques heures passées sur le soft, ne sauront presque plus vous toucher. Bayonetta est grisant et son deuxième épisode vient pousser le concept encore plus loin. Si dans le premier on pouvait pester contre quelques phases un peu hasardeuses, comme savent si bien le faire les japonais, elles auront totalement disparu dans le second, même si remplacées par des combats dans l'eau ou dans les airs, pas toujours très jouissifs non plus. Mais là où Bayonetta 2 brille, c'est par son rythme effréné, son escalade à la surenchère, sa course à la décadence, le tout servi par un gameplay encore plus maîtrisé. Si Camilla n'est plus aux commandes, on sent pourtant toute son expérience infusée dans le titre pour finir dans un des meilleurs jeux auxquels il m'a été donné de jouer. Bayonetta et sa suite sont des odes au gameplay accessible mais profond, des leçons de game design et de mécanique de combat. Ils font partie de ces rares jeux qui, quand les crédits ont défilé devant mes yeux, je n'avais pour seule envie que de les recommencer. Je terminerai aussi sur Bayonetta qui est tout simplement mon personnage féminin préféré dans le jeu vidéo. Complètement indépendante, outrancière mais totalement ironique, elle botte des culs et dispose d'une répartie à faire rougir les plus sarcastiques d'entre nous. Designée par Mari Shimazaki, elle incarne une sorte d'élégance second degré à laquelle j'adhère beaucoup. Loin des clichés qu'elle semble véhiculer, c'est un personnage féminin intelligent, pertinent et qui mérite qu'on le mette en lumière, à côté des nombreuses potiches dont notre média nous a garnis. Bayonetta ne s'est pourtant pas très bien vendu, l'épisode 2 n'existerait d'ailleurs uniquement que parce que Nintendo voulait le financer. Mais finalement tous les jeux de Platinum ne se sont pas bien vendus, tout comme ceux de Clover Studio. En fait, à travers l'existence de Platinum et du parcours du studio, c'est toute une histoire du jeu vidéo, toute une époque qui se raconte. Une époque qui a débuté avec la 7ème génération de consoles et l'avènement des studios occidentaux dans la production de jeux vidéo mondial. Longtemps considérés comme les maîtres absolus du jeu vidéo, les Japonais ont pourtant beaucoup souffert avec l'arrivée de la PlayStation 3 et de l'Xbox 360. C'est l'époque des AAA et le Japon aura beaucoup de mal à en produire. Devant les Gears of War, les Uncharted, les Skyrim, les GTA, les Call of Duty, difficile pour des jeux historiques de faire face à de tels blockbusters, des jeux toujours plus spectaculaires, toujours plus cinématographiques et désireux d'attirer toujours plus de monde à eux. On pourra d'ailleurs voir Vanquish, unique jeu de Mikami pour Platinum, comme un joli doigt levé à toute cette production occidentale, tant celui-ci en reprend les codes pour mieux les mouliner dans la sauce Platinum, faisant du soft un TPS sous cocaïne au feeling furieusement arcade. Malheureusement, au fil des productions et même en collaborant avec la licence Metal Gear, sur le furieux Rising et son système de découpage pourtant jouissif, le studio n'arrivera jamais à faire décoller les ventes et se défaire d'éditeurs pour vivre de leurs propres choix créatifs. Et aujourd'hui, il se retrouve à être un de ces studios qui font des jeux de commande. C'en est même presque caricatural tant il bouffe littéralement à tous les râteliers, avec Star Fox Zero développé pour Nintendo, Nier Automata pour Square Enix et indirectement pour Sony, puisque le titre est une exclusivité PS4, et enfin chez le dernier lardon, à savoir Microsoft avec Scalebound. Platinum me fait penser à un Ronin, ancien samouraï désormais sans maître auquel on fait appel sous forme de contrat pour s'offrir son savoir-faire pour une tâche bien définie. Car oui, Platinum a un vrai savoir-faire hérité de toute une génération de développeurs par ses hommes clés, Mikami bien sûr, même si celui-ci a quitté le navire pour fonder sa propre structure qui aboutira à The Evil Within, mais surtout Camilla et ses équipes, des hommes qui se réclament de l'école du gameplay, cette manière d'appréhender le jeu pour le jeu, faisant fi des enrobages superflus et des prétextes pour se concentrer sur les mécaniques, comme ils l'ont fait avec Bayonetta. Et c'est peut-être bien ça qui leur coûte leur réussite commerciale, car à l'heure où on vend un jeu sur des promesses toujours plus grandes, des quêtes supposément variées, des open world qui se comparent phalliquement leur taille, et des graphismes survendus qui servent du tire-larme à tire-larigot, Platinum se pose bien loin. Leurs jeux sont des jeux dont la prétention n'est que de nous attraper grâce à leur mécanique. Et malheureusement, les mécaniques et leur profondeur ne se devinent qu'en jeu.
Pourtant Platinum est aujourd'hui pour moi un des plus grands représentants du jeu vidéo japonais moderne, avec From Software et Nintendo, même si ce dernier est forcément à part en tant que constructeur et acteur historique du jeu vidéo mondial. Mais si les équipes d'Hidetaka Miyazaki et leur saga des Souls obtiennent désormais la renommée qu'ils méritent et les performances commerciales qui vont avec, j'ai encore des doutes quant à la pérennité de Platinum, même si j'espère en secret une licence assez forte pour attirer les férus d'action, comme les joueurs plus occasionnels. Mais toujours est-il que je porte beaucoup d'amour à cette famille, parce que même s'ils ne sont plus forcément en phase avec une industrie changeante et que par conséquent ils luttent pour y persister, Platinum a su garder son âme. Et quand nous raconterons l'histoire du jeu vidéo, dans 10, 20, 30 ans, nul doute que certaines de ses plus belles pages auront été écrites par Kamiya et ses hommes. Un clan qui, s'il s'est fait discret, a déjà profondément marqué le jeu vidéo de sa griffe, exubérante et pourtant si subtile comme la merveilleuse Bayonetta. Et puis franchement, des mecs qui arrivent à me donner envie de jouer à un jeu Tortue Ninja, je ne peux que leur dire cœur sur vos dev kits.